Donc, en plus d'avoir des impacts au niveau de l'environnement, le système alimentaire en sa forme actuelle a aussi des impacts sociaux importants. Mais bon, tu sais, une fois que ça c'est dit, là, on fait ça comment, la transition? Par où on commence? C'est quoi les grandes étapes puis les actions à mettre en place? Puis surtout, ben avec qui puis dans quel ordre? Donc, c'est un peu à toutes ces questions-là que la démarche de chemin de transition a tenté de répondre. Donc, on a développé une méthode qui est prospective et participative en 3 étapes là, que je vais vous décrire brièvement ici avant de rentrer dans les détails. Donc, la première étape, ça consiste à explorer les différents futurs qui sont possibles. Ensuite, parmi tous ces futurs-là, ben, on va identifier puis on va choisir le futur qu'on détermine comme étant le futur le plus souhaitable. Donc, c'est ce futur-là, en fait, qui va devenir notre objectif à atteindre. Puis finalement, ben, on trace le chemin qui relie le présent à la vision du futur souhaité. Donc, la première étape, c'est vraiment d'ouvrir le champ des futurs possibles. En fait, ça a été un travail rigoureux de revue de littérature pour produire un diagnostic prospectif qui comprend des constats, en fait, un peu comme les données que je vous ai présentées sur le système alimentaire, qui présentent aussi des tendances qui sont des changements de comportement, comme par exemple, on pourrait dire la diminution de la consommation de viande, c'est une tendance actuelle. Puis des signaux faibles, qui sont des éléments qui passent un peu plus inaperçus dans la littérature pour le moment, mais qui présagent l'avenir. Comme par exemple, le mouvement de dénonciation de la grossophobie médicale ou de la grossophobie en général, on pourrait dire que c'est un signal faible. Donc, le diagnostic prospectif, c'est un document extrêmement riche en informations sur le système alimentaire, puis les informations ont été validées et bonifiées par 25 experts qui ont été consultés par l'entremise de 3 groupes focus. Donc, la deuxième étape, c'est de se choisir une vision collective pour le système alimentaire. Donc, la vision, elle doit être audacieuse, mais aussi, elle doit quand même être réalisable. Puis, parce que se projeter dans le futur, en fait, c'est pas un exercice si facile que ça. Hein. Mettons que je vous demande, là, vous autres, vous allez être où dans 20 ans? C'est comme pas tout le monde qui peut me répondre, puis il y en a peut-être même qui vont commencer à avoir une genre de petite angoisse juste à y penser. Fait que pour pouvoir ouvrir les imaginaires puis se déconnecter du présent, on a élaboré 4 scénarios du futur alimentaire qui représentent 4 possibilités d'évolution différentes qui ont été basées sur le croisement des informations du diagnostic prospectif. Ensuite, on a transposé ces petits scénarios-là d'évolution en petites histoires qui nous ont permis à mener les ateliers de vision. Donc, l'objectif, c'était pas d'avoir le scénario complètement parfait, idéal, tout rose, ni non plus de l'autre côté, le scénario le plus gris, le plus noir ou le plus probable. Parce qu'en fait, l'objectif de ces scénarios-là, c'était de permettre aux participants de s'exprimer sur les éléments les plus favorables d'un scénario et les éléments qu'ils trouvaient les plus redoutables d'un autre scénario. Donc, en fait, on voulait les faire discuter à propos des différentes tensions que ça pouvait créer. Donc, pourquoi faire discuter les participants sur les différentes tensions? Premièrement, c'est comme, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce qui est souhaitable puis sur ce qui est redoutable. Comme, pour moi, ça pourrait être vraiment souhaitable, en fait, que tout le monde arrête de manger de la viande, mais pour d'autres, arrêter de manger de la viande, ça pourrait être perçu comme un élément qui est vraiment redoutable. Mais, au-delà des divergences d'opinion, il y a parfois des éléments qui ont été identifiés comme étant des éléments souhaitables, mais qui, une fois qu'on les combine ensemble, en fait, ça fait émerger des tensions qui sont présentes dans le système alimentaire actuel. Donc, par exemple, admettons, si je vous dis, les participants ont identifié comme étant souhaitable que, les aliments soient pas chers. Ça favorise l'accès économique à une saine alimentation. Mais en même temps, on voudrait bien manger des aliments qui sont locaux. Ah, puis on veut aussi manger des aliments qui sont biologiques parce qu'on veut préserver et régénérer les écosystèmes. Ah, puis on voudrait aussi que les agriculteurs aient le juste prix pour leurs produits parce qu'on veut que ça soit rentable pour eux. Ah, puis by the way, on aimerait ça aussi que toutes les institutions s'approvisionnent localement en aliments frais, sains et bio. Donc, on comprend que pour arriver à combiner tous ces éléments-là, qui sont tous souhaitables, mais il va falloir mettre en place des grandes transformations du système alimentaire. Une autre question à laquelle il va falloir répondre, c'est dans quelle mesure peut-on et souhaite-t-on privilégier l'autonomie alimentaire? Parce que pour le moment, en fait, il n'y a pas de définition claire ni de consensus sur ce que c'est l'autonomie alimentaire. Donc, on doit se poser la question suivante. Comment
faire de l'autonomie alimentaire un levier pour la transition socio-écologique juste du système. Donc, l'autonomie alimentaire, elle ne peut pas se faire à contre-courant des autres transitions qu'on doit effectuer dans le secteur de l'énergie, dans la transition du territoire, puis celle du numérique, juste pour nommer ceux-là. Donc, il y a un besoin de définir collectivement quel type d'autonomie alimentaire on souhaite mettre en place, puis dans quelles conditions. Donc ça pourrait éventuellement guider le financement de l'autonomie alimentaire sur la base d'une vision qui est commune, d'objectifs interdisciplinaires et multi-acteurs, et non de favoriser les financements à la pièce. On doit aussi se questionner sur l'usage des terres puis des ressources, parce que les terres sont recherchées, puis la hausse vertigineuse des prix, ça rend leur accès difficile pour la relève agricole. Si on ajoute à ça les changements climatiques, les conflits d'accaparement des terres, ça risque de s'intensifier. Donc, les ressources comme l'eau, également, ça va être de plus en plus sollicité. Donc, la question de la priorisation des usages, donc ça devrait faire partie de nos discussions collectives. Comme quelle part des sols agricoles puis non agricoles devrait servir à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, à la protection de la biodiversité, à la lutte au changement climatique, au logement, aux autres activités économiques ou récréatives. Donc, toutes ces questions-là, ça en amène une autre, en fait, parce que ces activités-là, elles se déroulent sur des territoires qui ont été non cédés par les Autochtones. Donc, comment réconcilier, en fait, tous ces usages avec le droit des Premières Nations et des Inuits d'utiliser leur territoire et leurs ressources? Donc, vous voyez que les nœuds du futur, en fait, que moi j'aime mieux appeler les nœuds du présent parce qu'il faut s'attaquer immédiatement à ces questions-là, c'est des grandes questions complexes qu'il va falloir discuter ensemble puis résoudre collectivement pour arriver à mener à bien la transition socio-écologique du système. Donc, je vous ferai pas l'explication des 7 nœuds, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a organisé des ateliers de co-design prospectif qui nous ont permis de récolter l'avis de plus de 200 personnes puis de dégager des consensus nécessaires, dans le fond, pour élaborer la vision du futur souhaitable en 2040. Donc, c'est dans 20 ans. Donc, cette vision-là, elle s'appuie sur 4 acquis. Je vais juste vous donner là, les grandes lignes. Donc, ces acquis-là, en fait, on est rendu en 2040, là, la façon que je vais les nommer. Donc, c'est de reconnaître et d'appliquer, surtout, le droit à une alimentation saine et durable pour tous et toutes. Donc, les modèles d'affaires bioalimentaires vont être diversifiés, respectueux et adaptés aux écosystèmes. L'alimentation et les activités qui en découlent vont être au cœur des valeurs de notre société. Et l'alimentation va avoir un caractère plus régional pour répondre aux besoins des populations. Donc, on parle de territorialisation. Donc, c'est ces 4 acquis-là qui ont servi de guide pour les travaux d'élaboration de notre chemin de transition. Pardon. Donc, si on veut que notre système alimentaire en 2040 fonctionne selon les 4 acquis de la vision, qu'est-ce qu'il faut changer ou mettre en place? Mais surtout, c'est quoi qu'il faut abandonner dans le système actuel pour pouvoir y arriver? Donc, c'est avec le soutien d'un comité multidisciplinaire qui est composé de 11 experts, en plus des nombreux groupes focus, des ateliers citoyens, des entrevues individuelles de professionnels, qu'on a travaillé à tracer un chemin qui relie le présent à la vision du futur souhaité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'un système aussi complexe que celui de l'alimentation, ça implique de repenser puis de changer en profondeur comme des politiques, des pratiques agricoles, des comportements, des environnements, des normes, des institutions. Donc, on parle carrément de changer les mentalités, là. Donc, on ne peut pas dire on part du point A en 2020, puis on va arriver au point B en 2040 sans faire un exercice de planification. Ça se passera juste pas. Donc, c'est un peu comme quand on gravit une montagne, en fait. On ne peut pas dire on part d'en bas puis on arrive au sommet one shot. Donc, ça nous prend des points d'étape. Donc, ces points d'étape-là, en fait, il faut décortiquer la trajectoire en étapes qui doivent être atteignables et réalisables. Donc, au final, pour le défi alimentaire, en fait, c'est 59 intermédiaires que nous, on a nommés des jalons qui ont été retenus pour ponctuer le trajet de 2020 à 2040. Donc, ce qui est important de retenir, puis ce qui fait la différence et la plus-value de chemin de transition, c'est que nos jalons, nos 59 étapes, là, c'est pas des solutions, c'est plutôt des résultats à atteindre. Parce que, dans le fond, c'est bien plus facile puis plus porteur de s'entendre sur ce qu'on veut atteindre comme collectivement comme résultat
Puis après ça, on laisse le soin à chaque acteur de pouvoir mettre en place la ou les solutions en fonction de son secteur d'activité, puis du rôle, puis des responsabilités qu'il a à jouer dans l'atteinte du résultat collectif qu'on a choisi. Donc, ça a aussi l'avantage de reconnaître qu'il y a plusieurs solutions qui doivent coexister dans des domaines variés, puis à différentes échelles, avec différents acteurs pour contribuer à l'atteinte d'un même jalon, mais aussi par addition, contribuer à l'atteinte de la vision. Donc, planifier, en fait, les points d'étape par résultat à atteindre, donc par changement à mener, c'est aussi beaucoup plus stable dans le temps. Parce que, dans le fond, le comment s'y rendre, là, dans le fond, les solutions, elles sont incarnées dans tous les beaux projets qu'on met en place. Puis, ces projets-là, vous le savez autant que moi, ils risquent d'évoluer en fonction des financements, des opportunités qui se présentent, voire même du contexte géopolitique puis du pouvoir d'agir de chacun. Donc, c'est pour ça qu'on planifie, en fait, la trajectoire en fonction des résultats collectifs à atteindre. Donc, la trajectoire, en fait, elle a été déclinée en 5 grands thèmes, donc 5 grands thèmes de blocs jalons qu'on appelle. Donc, on va parler de saine alimentation, d'agroécologie, la santé des écosystèmes, de nos traditions puis de notre culture alimentaire, puis de la mise en place de systèmes alimentaires territorialisés. Donc là, je vous présente la trajectoire au complet, puis ça va me donner l'occasion de prendre une mini gorgée d'eau. Donc ça, c'est la trajectoire complète avec les 5 blocs. Donc, comme je le disais, un peu contrairement à un plan d'action classique, ce format-là, ça rend plus compréhensible les changements qui sont systémiques à mener, puis sans non plus être trop simplistes. Donc, ça fournit aux acteurs de la transition des outils de planification qui sont adaptés à des transformations systémiques et profondes. Je vous présente ça, j'ai quasiment envie de rire. On le voit bien, là, que c'est ambitieux. C'est pas un petit chemin, là. Mais le fait de placer les étapes dans le temps, puis d'identifier, en fait, les résultats à atteindre, ça permet aussi de voir quel jalon devrait être atteint en amont, mettons, pour faciliter la réalisation du jalon sur lequel moi, je travaille. Mais ça permet aussi d'identifier les acteurs puis les actions qui pourraient participer à me faciliter la vie dans l'atteinte de mes résultats. D'un autre côté, ça me permet aussi de prendre conscience que mes actions sur mon jalon vont avoir un effet de levier sur la réalisation des jalons suivants sur lesquels je ne travaille pas forcément ou du moins pas directement. Donc, la trajectoire, en fait, elle se termine avec le jalon 58, qui est la diminution des problèmes de santé, et le jalon 59, le dernier et non le moindre, la courbe de perte de biodiversité est stabilisée. Donc, même, si c'est des numéros qui suivent, 1, 2, 3, 4, 5, moi, j'aime voir, en fait, le chemin avec les 2 derniers jalons comme une espèce de serpent à 2 têtes. Parce que dans le fond, la santé, le 58, la santé humaine et le 59, la santé des écosystèmes, sont intrinsèquement liés. Puis, la trajectoire, en fait, elle doit comporter des jalons qui vont dans les 2 sens. Puis, en plus, mettons, les jalons qui permettent l'atteinte du jalon 58, ils ne doivent pas nuire à l'atteinte du jalon 59 et vice-versa. Donc, pour vrai, ça complique un peu les choses. Donc, il y a une citation, en fait, de l'économiste français Éloi Laurent, que j'aime bien, puis qui dit il est temps de penser ensemble crise des inégalités et crise environnementale et de penser ensemble politique sociale et politique environnementale. Et en fait, c'est exactement ça que propose Chemin de transition avec la trajectoire du défi alimentaire. Donc, je vais vous expliquer ça un peu en détail. On va faire le tour des 5 blocs jalons. Fait que c'est ça, on part. C'est là que le fun commence. Donc, pour vous montrer un peu la mécanique, si on prend les jalons de la thématique, une saine alimentation pour tous et toutes. Donc, on remarque que les jalons, en fait, ils sont liés entre eux par 2 types de liens. Donc, il y a les liens d'amplification, les petits pointillés, qui signifient que c'est des étapes qui vont faciliter l'atteinte de la suivante, mais sans nécessairement être un prérequis. Tandis que les lignes pleines, elles, les petites fourchettes, ça a été identifié comme des prérequis ou en tout cas, du moins, des liens très, très forts. Donc, moi, je suis nutritionniste, fait que, mettons, je vais partir d'un jalon qui me concerne, donc le jalon 49, qui est le respect du Guide alimentaire canadien. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière version du Guide alimentaire, prône une augmentation de la consommation des protéines végétales, puis une diminution de la consommation de viande.
Donc, c'est évidemment, en fait, un jalon qui va nous mener directement à l'atteinte du jalon 58, puis ben, ça a même été identifié comme étant un prérequis. On comprend que si tout le monde mange bien, ben, on a plus de chances d'être en santé. Mais pour atteindre le jalon 49, ben, ça serait intéressant, en fait, que les gens soient affranchis des mythes sur les différents régimes alimentaires pour être en mesure de changer de comportement. Je m'excuse, il faut juste que j'ai compris que c'est enregistré. OK, merci. Donc, pour changer de comportement. Donc, si on veut que les gens changent de comportement, ben, ça pourrait vraiment être utile d'avoir un programme d'éducation alimentaire à l'école qui, d'une part, nous éduque sur l'alimentation, mais d'autre part, nous nourrit en repas sains et gratuits de l'autre. Mais pour ça, qu'est-ce que ça prend? Ben, il faudrait que les institutions publiques s'approvisionnent de façon locale et durable pour être en mesure d'offrir une offre de repas sains dans les institutions. Donc, manger, bien manger, en fait, mais manger tout court, finalement, en ce moment, ben, ça prend aussi des revenus suffisants pour pouvoir avoir accès économique aux aliments. Tout comme il faut mettre en place des mécanismes pour pallier à l'insécurité alimentaire grandissante. Donc, on voit que pour atteindre le jalon 49, ça prend vraiment beaucoup d'autres jalons en amont que moi, j'appelle comme mes jalons sociaux, si on veut, tu sais. Mais si on se pose la question, là, qu'est-ce que ça va engendrer si les gens mangent plus de légumes, plus de légumineuses, puis moins de viande, puis comment on fait pour y arriver concrètement dans l'assiette? OK, mais tu sais, on s'entend là qu'on pourrait arriver à manger sainement avec uniquement des produits importés, 100%, pas de problème. Mais l'affaire, c'est que le jalon 49, ben, c'est pas le seul jalon de la trajectoire. Donc, on doit prendre en compte que les solutions qu'on met en place pour arriver à manger sainement, ben, elles doivent aussi servir les intérêts du jalon 59 sur la perte de la biodiversité. Donc, dans le fond, on peut partir du principe que ben, s'il n'y a pas de biodiversité et il n'y a pas de pollinisateurs, ben, il n'y a juste pas d'aliments dans notre assiette. Donc, ce qui se passe dans nos champs, nos méthodes de production agricole, ce qu'on décide d'y faire pousser, puis comment, avec quel intrant, avec des pesticides ou pas, de façon biologique ou pas, ben oui, c'est lié à l'atteinte du jalon 58, puis bien évidemment à l'atteinte du jalon 59 sur la biodiversité. Donc, on arrive à un point où pour faire la transition socio-écologique du système alimentaire, ben les jalons sociaux ils sont indissociables des jalons environnementaux. Ce qui me mène, en fait, à parler des nouvelles pratiques agroécologiques, donc du deuxième bloc de jalons. Donc, pour avoir une diversité d'aliments dans notre assiette, comme je viens de le prôner avec le guide alimentaire, ben, en fait, il faut avoir une diversité de modèles agroécologiques, donc des modèles agroécologiques qui sont diversifiés. C'est autant le cas pour les produits issus de la pêche. Donc, si on veut avoir une diversité de modèles agricoles, ben, il faut mettre en place des conditions propices pour les entreprises agroécologiques afin d'assurer leur rentabilité et puis leur survie. Donc ça, ben, écoute, ça commence par avoir accès à la terre. Donc, il faudrait réussir à sortir les terres agricoles de la spéculation pour pouvoir avoir un meilleur accès pour la relève ou toute personne qui veut cultiver la terre. Donc, pour pouvoir améliorer l'impact des entreprises agroécologiques, ben, ça serait aussi intéressant de se doter d'une stratégie climatique pour la chaîne de valeur. Puis, ben, pour se doter de cette stratégie-là, ben, ça serait intéressant d'avoir des analyses du cycle de vie qui soient accessibles. Donc, en ayant des données sur le cycle de vie des matières qu'on utilise, ben, ça faciliterait la mise en place de projets d'économie circulaire structurants. Donc ici, on voit que l'économie circulaire a été identifiée avec une ligne pleine, comme un prérequis pour réduire le gaspillage alimentaire de moitié. Donc, on comprend que réduire le gaspillage alimentaire de moitié est lié au projet d'économie circulaire. Et pour pouvoir faire des projets d'économie circulaire, ben, ça serait facilitant d'avoir des outils d'analyse du cycle de vie. Et tout ça, ben, bien évidemment, nous mène à la réduction et à l'optimisation des ressources. Mais il faut aussi s'assurer que ces pratiques agroécologiques-là qu'on met en place, ben, elles soient dans l'intérêt de favoriser la santé des écosystèmes. Donc, pour atteindre le jalon
59, finalement, la diminution de la courbe de perte de biodiversité, bien évidemment, on a toujours notre jalon 57 sur les modèles agroécologiques, notre jalon 43 sur les conditions propices. Mais là, j'aimerais attirer votre attention, en fait, sur le fait que si on veut protéger les écosystèmes, bien, ça va aussi prendre des gestes politiques comme la reconnaissance de la biodiversité et de sa protection, et donc de mettre en place une loi sur le bien-être des êtres vivants et des écosystèmes. Donc, on remarque que ces deux jalons-là, le 11 et le 23, bien, ils sont directement liés par une ligne pleine au jalon 59, donc ils ont été identifiés comme étant des prérequis, en fait, à l'atteinte du jalon 59. Donc, pour faire tout ça, bien, ça va aussi prendre du financement pour la recherche, pour favoriser, en fait, l'émergence des bonnes pratiques. Donc, ces bonnes pratiques-là, bien, elles pourraient émerger plus facilement, en fait, si on mettait en place des programmes d'éco-conditionnalité qui font en sorte que bien, les programmes de financement, ils sont bâtis selon certains critères sociaux et environnementaux pour pouvoir y avoir accès. Donc, pour favoriser les bonnes pratiques et l'éco-conditionnalité, bien, ça serait important, en fait, d'avoir des indices, des impacts du système alimentaire pour être en mesure de mesurer nos changements de comportement et nos actions. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, bien, c'est de changer notre système alimentaire de façon à ce qu'il réponde aux besoins des populations locales. Donc, pour faire ça, bien, en fait, une planification alimentaire territoriale qui regroupe plusieurs acteurs, bien, ça permettrait de planifier les actions concertées sur les différents territoires. Et pour faire ça, bien, ça serait intéressant de mettre... En fait, il faut arrimer tout le monde ensemble, donc d'arrimer les différents plans d'action, que ce soit les plans par rapport aux communautés nourricières, les plans d'agriculture urbaine, les PDZA de ce monde. Donc, d'arrimer, en fait, les différents plans ensemble pour que tout ça fasse sens, pour qu'il y ait une certaine cohérence entre les différents plans. Mais pour faire ça, ben en fait, faudrait mettre en place des mécanismes d'arrimage qui nous permettent de faire le pont entre les différentes échelles, les différents secteurs et les différents territoires. Puis ça, ben, ça permettrait en fait de mettre en place des actions locales et concertées. Mais pour favoriser l'émergence d'actions locales, ben, la reconnaissance puis le financement des municipalités, c'est vraiment un levier qui est super important parce que c'est vraiment au niveau municipal avec les réglementations que ça peut changer la donne, en fait, pour mettre en place des projets citoyens comme toute autre sorte de projets. Donc, on remarque que notre jalon sur l'économie circulaire fait encore refait surface, finalement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les jalons que je viens de vous nommer, comme ils sont en amont du jalon 35 sur l'économie circulaire, ben, c'est que ces jalons-là, en fait, vont permettre de mettre en place des conditions favorables à l'émergence des projets en économie circulaire. Puis, ben, bien évidemment, une planification alimentaire territoriale, ben, ça permet de faire en sorte qu'on peut voir émerger des circuits courts, que ce soit des marchés de proximité ou autres. Et ben, ça permet, en fait, de favoriser l'accès physique aux aliments. Donc, on revient ici à notre jalon social du début, le jalon 50, qui est de diminuer, en fait, les déserts et les marais alimentaires. Donc, on revient toujours à nos jalons sociaux qui sont liés à nos jalons, en fait, d'action sur le terrain. Donc, ben, pour terminer le dernier bloc de jalons, on peut pas mener tous ces changements-là, en fait, sans changer les mentalités puis changer nos comportements alimentaires. Donc, dans la vision, comme je vous l'ai dit tantôt, l'alimentation puis toutes les activités qui en découlent, elles deviennent au cœur des valeurs de notre société. Donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de placer l'alimentation comme levier contre les inégalités dans un système qui, actuellement, en génère lui-même des inégalités. Donc, ce qui nous amène directement au droit à l'autodétermination alimentaire autochtone, autant dans les décisions que ce qui a trait à l'usage des terres que dans l'accès aux aliments puis aux coutumes alimentaires traditionnelles. Donc, les coutumes alimentaires de tout le monde, en fait, devraient être valorisées. Puis, l'accès
aux aliments locaux, ben, les aliments locaux doivent être identifiés puis appropriés culturellement en fonction de notre situation géographique et de nos préférences alimentaires et culturelles. Donc, ce qui nous amène en fait à l'importance de valoriser socialement les repas. Donc, ce qu'on prône un peu dans le défi alimentaire, c'est qu'il faut que ça soit rendu bien vu, en fait, de s'arrêter pour dîner le midi au travail, que ce soit seul ou avec des collègues, au lieu de manger en travaillant ou dans les transports, ce qui fait en sorte qu'on prend le truc le plus pratique à manger et pas nécessairement le truc le plus élaboré ou en tout cas en fonction de nos envies. Donc, ça a quand même un impact sur ben, qu'est-ce qu'on va manger, puis sur nos comportements alimentaires. Puis, ben, au sommet de tout ça, en fait, c'est sûr que ce qui a été identifié comme ce qui pourrait aider, en fait, ben, c'est une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Parce que le droit à l'alimentation, vous le savez, c'est un droit qui est reconnu, mais c'est pas un droit qui est appliqué. Parce que si c'était effectivement vraiment appliqué, ben, tout le monde pourrait s'alimenter et manger. Donc, c'est pas quelque chose de simple, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose, en fait, on ne peut pas y arriver. Il faudrait quand même arriver à ce que tout le monde puisse manger. Donc, une loi cadre a été identifiée comme étant un levier. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup, là, ce que je viens de dire, puis ça fait beaucoup de changements à effectuer, puis ça peut faire peur un peu, mais tout ça ne repose pas sur les épaules d'une seule et même personne, je vous rassure. Parce qu'en fait, dans le défi, ben, ce qu'on a envie de dire, c'est que, ben, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, après ça, ce que les autres ont envie, je sais pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, ben, ça suffit, là, le temps de la responsabilité individuelle. T'sais, oui, il faut être conscient de nos gestes. Oui, il faut faire chacun, tous et toutes nos efforts. Mais en fait, c'est le temps de passer de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective. Mais c'est là, en fait, où est-ce qu'on a besoin que nos comportements, en fait, soient favorisés par des actions collectives. Si on n'arrête pas de me répéter de manger local, puis de manger bio, puis que je vais au marché Jean Talon, qui est le plus gros marché de la province, puis que la semaine, il y a un seul marchand bio, la fin de semaine, il s'en rajoute deux agriculteurs bio, ben je veux dire, c'est quand même, ton discours, il est bien beau, mais donne-moi les moyens, en fait, pour que je puisse le faire sans prendre 4 fois le métro, 3 autobus pour réussir à faire comme toute mon épicerie au complet en fonction de mes valeurs ou en fonction de ce qu'on me dit de faire. Donc, l'objectif, en fait, c'est de rassembler divers acteurs pour que tout le monde puisse prendre action, puisse prendre part, en fait, à la trajectoire. Donc, on a identifié 6 catégories d'acteurs. Donc, chaque catégorie, en fait, comment je peux dire? En fait, bon, je vais vous donner un exemple, ça va être plus facile. Mettons, par exemple, moi, je suis à l'Université de Montréal. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve dans la catégorie les établissements d'enseignement, d'expertise et de recherche. Mais l'université a aussi une cafétéria. Donc, on s'approvisionne aussi en aliments. Donc, à ce moment-là, on va plutôt se retrouver dans la catégorie les personnes et les organisations consommatrices. Donc, on a aussi placé les jalons par type d'acteur. Donc, ça permet d'avoir une autre lecture. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'est pas dans l'exclusivité ici. Donc, c'est pas parce qu'il y a un jalon qui se retrouve, admettons, dans la société civile, qu'il va pas se retrouver dans l'assiette d'un autre acteur, par exemple, souvent le gouvernement ou les organismes de financement. Donc, parce qu'on l'a dit, c'est une démarche qui est systémique, c'est une démarche qui est multi-acteur, puis il y a plusieurs acteurs et plusieurs solutions pour un même et seul jalon. Donc, en plus des informations qui sont présentes dans le rapport, ben, pour ceux et celles qui auraient envie, en fait, d'en savoir plus, ben, on a créé des fiches synthèse pour chaque jalon. Donc, en gros, la fiche, ben, va résumer, ben, pourquoi ce jalon-là a été choisi. Donc, on nomme quelques stratégies d'action à mettre en place, quelques solutions qui sont déjà existantes. On a recensé un peu des super projets qu'on a mis de l'avant. Les catégories d'acteurs sont identifiées pour chaque jalon, puis on a mis les freins, les leviers, puis quelques ressources bibliographiques là, si vous avez envie d'approfondir le sujet.
Puis ben, pour terminer rapidement, en fait, on est rendu à l'étape 4, à chemin de transition. Dans le fond, c'est le pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui. Ben, c'est pour partager les connaissances parce que c'est un travail collectif qui a été mené sur 3 ans. Donc, ça serait vraiment plate de laisser ça sur une tablette. Puis, en fait, on a fait un croquis du chemin de la transition. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir comment les acteurs peuvent se l'approprier, comment le chemin, en fait, va bouger de façon organique, parce que là, on a fait un croquis. Mais après ça dépend. Les jalons, eux autres, ils peuvent bouger en fonction de l'actualité. Comme là, en ce moment, l'économie circulaire, il y a quelque chose qui se passe, là, vraiment. Donc, tu sais, nous, c'était le jalon 35. Ben là, peut-être que, tu sais, ce qu'on a identifié sur l'économie circulaire va peut-être devancer. Donc, ça peut réussir à faire bouger différents jalons, différentes actions. Donc, c'est comme temps de prendre l'esquisse, si on veut, puis de la mettre de façon organique. Donc, juste rapidement pour vous dire que, en fait, on est là. On s'adresse autant à des CA d'organisation qu'à des équipes qui voudraient peut-être faire des activités de team building pour en apprendre plus, soit sur la trajectoire, soit sur un bloc de jalons, soit sur des jalons en particulier sur lesquels vous travaillez. Puis, on offre aussi des accompagnements plus colossales, un peu comme on fait avec le réseau, en fait. Dans le fond, eux, ils ont repris la méthode de chemin de transition pour faire leur propre feuille de route. Donc là, par exemple, ça, c'est comme une grosse démarche, un gros travail. Puis, c'est ça. Donc, on offre aussi des activités un peu plus ludiques là, avec des jeux de cartes là, pour que les gens puissent s'approprier la pensée systémique par rapport au système alimentaire. Donc, voilà. Donc, ça fait pas mal d'informations en peu de temps. Je sais pas si, je sais pas si ça génère des questions. En fait, je serais comme prête à passer à cette étape-là. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ta présentation complète et puis enthousiaste aussi, avec beaucoup d'exemples. C'est très apprécié. Maintenant, je vais juste... est-ce que quelqu'un dans l'audience aurait une question? Sinon, Je je pourrais peux juste arrêter le partage d'écran juste pour que ce soit plus plus convivial puis qu'on recevoir. se voit. Mais là, tout d'un coup, je ne vois plus le bouton pour le faire. Bon, ici. Faire pour toi, c'est réglé, c'est bon. Ah, OK, merci. Parce que Je vais inviter les participants. j'avais mis en petit. Oui, c'est ça. Je vais inviter les participants à la caméra aussi s'ils le souhaitent pour la période d'échange. Moi, j'ai une question. À la fin, donc, bravo pour l'effort colossal de synthèse des connaissances, de participation qui a été réalisé. Maintenant, comment faire pour que cet effort collectif soit pérennisé? Tu as identifié les 6 groupes principaux. Maintenant, comment faire pour qu'ils travaillent ensemble? Ah ah, c'est la Euh, question de 12h11 du mercredi. c'est ça, c'est la question, Pierre. Ben, comment faire pour qu'ils travaillent tout le monde ensemble? Ben, premièrement, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient au courant. Ça commence par ça. Donc, c'est sûr que des sessions d'information comme je fais aujourd'hui ou comme je fais avec beaucoup d'autres acteurs, en fait, ça permet que les gens soient au courant. Briser les silos, tu sais, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de l'alimentation. Ça a toujours été ça, tu sais, ça a toujours été ça le problème. Donc, en fait, moi, je pense que pour briser les silos, il faut avoir une pensée systémique. Tu sais, ça commence par ça. Donc, on ne peut pas penser qu'on est seul à agir sur notre propre jalon puis que nos actions n'ont pas d'impact sur les actions des autres. Donc, c'est vraiment, en fait, je pense que c'est ça la plus-value de chemin de transition, c'est vraiment comme ça axe sur la pensée systémique. Mais si tout le monde commence à avoir une pensée systémique, une prise de recul sur, OK, tu sais, c'est quoi la transition du système alimentaire, comment il faut la faire, c'est quoi les différentes étapes. Parce que nous, on ne dit pas que notre chemin, là, c'est comme genre la solution ultime, puis tu sais, c'est prescriptif, puis c'est ça qui va être ça. Non, c'est un esquisse, un croquis, justement pour donner un pas de recul à tout le monde. Donc, après ça, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de mettre en place des actions, mais là, après ça, ouais, moi, je pense qu'il faut que les gens aient une vision systémique, mais là, ça repose pas sur toutes mes épaules de donner la vision systémique à tout le monde. Fait que, comment faire pour que les gens travaillent ensemble? Ben, moi, je crois beaucoup à la concertation. J'ai travaillé longtemps sur différentes tables de concertation. Donc, quand même, la concertation, le local, les organismes communautaires, ça part quand même de la base. Tous ces changements-là, toutes ces solutions-là, elles sont mises en place sur le terrain. Donc, c'est sûr que plus le terrain est concerté, mais il faut aussi que les actions du terrain montent
aux différents autres acteurs qui sont plus des acteurs décisionnels pour que les décisions qui sont prises aillent dans le même sens. Mais j'ai pas de solution magique, malheureusement. Merci beaucoup, Marie-Hélène, mais on ne s'attendait pas à une solution magique non plus. C'est à partir de là que... Ouf! Merci. Ouf. Pavel, est-ce que vous avez une question? Oui, merci de nous Hey, accueillir. allô! Hey, salut. Salut Marie-Hélène. Belle présentation comme toujours. Ah, merci. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un arrimage avec le lab vivant de l'ETS, ou c'est-à-dire du CERIEC avec la transformerie là, qui existe depuis quelques mois? Je vois qu'il y a, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours du chevauchement parmi les chercheurs et chercheuses qui font partie du projet. Euh, Est-ce qu'il y a un dédoublement avec les ateliers de vision et puis le processus de création de feuilles de route du RRECQ? Ben, moi, je peux répondre, puis après, je pourrais laisser Emmanuel aussi répondre. Ou peut-être on fait l'inverse, Emmanuel, tu réponds en premier, puis je réponds après. Mais je pense et puis là, bah, je peux commencer, puis Marie-Hélène, OK. tu pourras compléter. La feuille de, bon, grosso modo, ce qui est en commun, c'est la méthodologie et l'approche de co-design prospectif, et puis l'approche en 3 étapes que Marie-Hélène a présentée au départ. Qui est différent, bah, bon, et ce qui est différent, c'est le focus. Le focus, ben, dont Marie-Hélène a parlé, c'est le focus de la sécurité alimentaire, de l'alimentation, des chaînes locales d'alimentation. Le focus du réseau, c'est l'économie circulaire. Donc, ça inclut, il y a des dimensions alimentaires, et puis il y a certaines données, je vais être très transparent avec vous, qu'on a utilisées, qui, qui était dans les feuilles de route, dans la feuille de route autour de l'alimentation qu'on a réutilisé pour la feuille de route pour la première étape de consolidation des connaissances en économie circulaire. Et puis, il y a d'autres aspects. L'économie circulaire inclut de l'alimentation et puis inclut d'autres secteurs aussi. Donc, le focus est différent. Et puis, donc, je pense que ce sont les similarités et les différences entre les deux démarches. Voilà. Mhm. Marie-Hélène, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi? Moi, pourquoi pas. Ben, en fait, moi, j'ai envie de dire que oui, on accompagne le réseau, en fait, avec la démarche, tandis que le CIRIEC a sa propre démarche, parce que le CIRIEC avait quand même déjà aussi fait des laboratoires vivants au niveau de la construction, donc l'économie circulaire en construction. Et je dirais Mhm. que le réseau en économie circulaire, ben c'est l'économie circulaire at large. Là. Fait que, tu sais, l'alimentation, c'est comme un truc parmi tant d'autres. Tandis que là, la démarche du CERIEC en ce moment, c'est l'alimentation. Donc, c'est l'économie circulaire en alimentation. Donc, c'est vraiment, normalement, ce qui va sortir du CERIEC est vraiment beaucoup plus pointu sur l'alimentation que ce qui va être dans la feuille de route de l'économie circulaire qui est comme plus globale. Et donc, on n'accompagne pas le CERIEC dans leurs ateliers parce qu'ils ont leur propre démarche. On s'est parlé en Mhm. amont de leur démarche, voir si on n'avait pas des points de jonction et tout ça. Et ben, ils ont continué pour avoir une certaine logique de reprendre la même démarche qu'ils avaient faite avec construction. Mhm. Puis, ben, en fait, moi, j'ai participé, tu vois, la semaine passée à leurs ateliers de vision. Donc, ouais, moi, je pense pas que c'est un dédoublement. Au contraire, c'est que c'est tellement vaste l'économie circulaire que, dans le fond, de faire une feuille de route pour l'ensemble du Québec, puis après ça, de creuser un sujet qui est comme la construction, de creuser l'alimentation. On pourrait continuer à creuser plein de questions comme ça en économie Bien sûr. circulaire. Donc, moi, je trouve que c'est des Oui, super démarches complémentaires. oui, absolument. C'est comme ça un peu que je l'avais compris aussi. Super, merci. Mais c'est une bonne question. Rita, si vous voulez. C'est à moi. Oui, si vous voulez. Bonjour. Premièrement, bravo encore. Ça fait 2 fois que je vois une présentation de transition et c'est vraiment du beau travail. Félicitations. Moi, Merci, c'est gentil. le plaisir. Écoutez, moi, je regarde le travail qui est fait et à un moment donné, il y avait, puis tantôt, ça revient peut-être à la question de Monsieur Roflet. Je ne sais pas si c'est la façon de dire votre nom, désolé. Mais justement, au niveau de ce qui m'interpelle, c'est est-ce que ce serait le temps justement d'avoir, parce qu'on voyait cet onglet-là, les états généraux
d'avoir des états généraux justement sur la question alimentaire et d'aller regrouper plein de gens alentour de ça avec le magnifique travail que vous avez fait. Et je me dis que ce serait comme un premier jalon parce que actuellement, puis je vais juste lancer ça comme ça, puis c'est comme un mauvais exemple, mais en même temps, c'en est un, dans le sens où les choix qui sont faits actuellement au niveau d'Hydro-Québec, mettons, pour aller harnacher les rivières et tout ça, donc de prendre d'une certaine façon toutes nos conduits d'eau pour l'avenir, pour faire de l'électricité. Et puis aller aussi faire des mines où on va venir encore une fois polluer notre eau. Pour moi, il y a comme, c'est quoi qui est la priorité dans notre monde? Où est-ce qu'on s'en va? De quelle façon on construit tout ça? Et actuellement, moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on parle actuellement, c'est fondamental. Et on dirait que ça n'a pas de puissance à comparer du discours puis du récit qui est fait actuellement pour nous amener vers une monopolisation de l'électrification, vers une démarche qui est financière. C'est important le financier, mais manger aussi quand même, c'est pas à dénier. Alors c'est ça. Fait que je sais pas. Et là, je reviens donc au début après avoir parlé. Les états généraux, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le calendrier? Oh, faut pas me starter là-dessus. Ah non, je suis désolé. Non, non, mais je blague un peu. En fait, les États généraux, vous le savez, ben, vous l'avez vu, je sais pas, mais si vous posez la question, c'est le jalon numéro 1 de la trajectoire. Donc, en fait, le comité d'experts, eux, ils ont vraiment vu justement comme, puis tu sais, les nœuds du futur dont je vous parlais, toutes ces grandes questions-là qui sont des questions de société sur lesquelles il faut se poser, ben en fait, les experts ont vraiment nommé les États généraux sur l'alimentation comme étant prioritaire, en fait, pour pouvoir faire avancer la trajectoire. Parce que oui, on a une vision du futur collectif qui a été faite par chemin de transition, mais il faut avoir plein de petites visions, entre guillemets, sur chaque aspect. Donc, en fait, nous, est-ce que c'est vraiment le mandat de chemin de transition de mettre en œuvre les États généraux? Je ne le sais pas. Mais depuis que j'ai commencé à faire cette présentation-là, je n'arrête pas de dire s'il y a des acteurs qui sont intéressés à mettre en place des États généraux. Nous, en fait, on est vraiment intéressés. Puis, je ne sais pas si les gens connaissent, mais il y a quand même le Forum SAT qui a eu lieu l'année dernière, qui était une espèce de mini États généraux, si on veut, mais bon, sur l'alimentation, donc qui rassemblait en fait des acteurs de toutes les régions du Québec, en fait, pour faire des ateliers, des conférences, poser des questions ensemble, donc faire du partage de connaissances entre les différents acteurs, donc des initiatives importantes comme le Forum SAT. En fait, ça fait vraiment avancer les choses. Après ça, est-ce que ça pourrait être plus gros? Est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'acteurs? Est-ce que ça pourrait inclure des citoyens, la société civile? Effectivement, tu sais, il pourrait y avoir quelque chose de plus gros à mener, mais je suis 100% d'accord qu'il faut se mettre la question alimentaire, en fait, de l'avant parce qu'elle touche tout. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, l'autonomie alimentaire, comme la façon de s'alimenter, en fait, ça touche toutes les sphères de la société. Puis on peut pas le faire sans prendre en compte les autres sphères de la société puis les autres transitions qu'il faut mener dans les autres domaines. Donc, oui. Mais pour l'instant, il y a le Forum SAT qui est là, qui a un mandat de réunir différents acteurs. Après ça, aura-t-on pas des États généraux bientôt? Mon souhait est que oui, mais voilà. Ben, je voudrais juste dire aussi que ce qui est particulier dans le domaine dans lequel on parle actuellement, justement, c'est que, tu sais, exemple avec le rapport Pronovo et tout ça, dans le sens où on sent que c'est pas le gouvernement qui gère les choses, mais c'est les oligarques de l'alimentation. C'est vraiment étrange comme positionnement. Alors, tu sais, c'est ça, je trouve que ça, exemple, ce serait des questions à se poser en tant que société, de savoir qui gère l'avenir de l'alimentation au Québec et après coup de savoir, ben, après coup, cette entité-là qui gère l'alimentation au Québec, ben déjà, ce serait une première question à se poser pour avoir un avenir viable, puis qui répond aux besoins de nos futures générations, là. Alors, ben, voilà. Tout à Merci. fait. Merci à vous. On aurait potentiellement une question de Kim Rousseau qui a été posée dans le chat.
OK. Kim, je sais pas si vous voulez peut-être la poser de vive voix, sinon je peux m'en occuper. Je sais pas si Kim est encore là. Je vais la poser moi-même. Comment allez-vous mesurer le suivi et le succès des différents jalons? Plus simplement, comment allez-vous savoir lorsqu'un jalon sera complété? That's the question. Cette question-là, elle revient toujours, encore et encore. On se pose beaucoup la question en ce moment, justement, sur les indicateurs. Effectivement, c'est une question qui est fondamentale, qui est primordiale. Comment on va mesurer? Écoutez, c'est vraiment très difficile à mesurer parce que là, on parle de changements qui sont au niveau de la province. Donc, tu sais, chaque projet a ses propres indicateurs. Puis après ça, tu sais, de savoir, écoutez, c'est un travail colossal de faire les jalons, mais après ça, de recenser toutes les actions, tous les acteurs qui travaillent sur le même jalon puis l'état d'avancement. Dans les fiches jalons, on a mis une espèce de gradient, là, si je peux appeler ça comme ça, de l'état d'avancement, mais tu sais, c'est un peu pas arbitraire, mais tu sais, dans le sens où c'était en 2020 où est-ce qu'on pensait que le jalon était, tu sais, ça peut être discutable, c'est ça que je veux dire, sur l'état d'avancement en 2020, mais c'était un peu pour faire comme une espèce de photo, tu sais, du début du projet, si on veut. Mais il y a des choses qui sont difficiles à mesurer aussi, tu sais, comme les changements de comportement, le fait que les gens diminuent leur consommation de viande, tu sais, qu'ils vont plus vers des régimes végétariens, quand même quelque chose, tu sais, qui est comme plus difficile à mesurer, mais tu sais, comme Catherine Ducirec dirait, tout se mesure. Fait que c'est ça, mais c'est comme quelque chose qui est vraiment complexe parce que c'est des gros jalons. C'est des jalons aussi qui sont comme larges pour permettre en fait plusieurs solutions d'être mis de l'avant. Donc, on se questionne présentement, en fait, oui, sur comment mesurer l'avancement du chemin. Mais moi, souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant de mesurer l'avancement du chemin, on peut-tu juste commencer le chemin? Donc, tu sais, le mettre dans les mains des différents acteurs, puis de le voir évoluer, tu sais, tout en essayant de voir comment on pourrait mesurer, mais on n'a pas encore trouvé, puis je sais même pas si on va trouver, en fait, la façon de mesurer le chemin, et puis tu sais, ça va se faire. C'est une trajectoire sur 20 ans, hein, faut pas l'oublier aussi. Donc, tu sais, comme est-ce qu'on mesure maintenant? Est-ce qu'on mesure juste dans 20 ans? Est-ce qu'on mesure après que l'année est passée sur le jalon? Mais tu sais, fait qu'il y a plusieurs paramètres à tenir en compte, mais encore une fois, je suis plate, là, je suis pas la fille qui amène des solutions, mais j'ai pas de solution non plus sur celui-là. Mais c'est dans les préoccupations. Est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Il y aurait d'autres questions que certaines personnes voudraient poser? Moi, j'ai une question assez générique. Donc, Marie-Hélène, depuis le début, soit depuis, et c'est une question en deux volets. Qu'est-ce que vous avez OK. observé comme changement vers ce futur souhaitable, tant depuis le début de la démarche, donc qui est une consolidation des connaissances, démarche de quotidien prospectif, et puis tant depuis le lancement officiel du projet et du rapport. Des éléments qui iraient dans la direction du futur souhaitable, des futurs souhaitables qui ont été identifiés. Ah, OK, ben je sais pas si je comprends bien la question, mais premièrement, il y a eu beaucoup d'intérêt, en fait, pour la démarche. Donc, j'ai reçu beaucoup d'appels de gens intéressés. Beaucoup de ministères sont intéressés à la démarche du défi alimentaire, autant que des organismes communautaires. Donc, ça, pour moi, c'est quand même un gage de succès parce que ça me permet, en fait, de faire le pont, de faire le lien entre les actions terrain, en fait, puis les différents jalons qui se présentent sur la trajectoire comme étant des objectifs collectifs. Mais il y a aussi des choses que je pensais pas qui allaient arriver, tu sais, dans l'actualité. Tout à l'heure, je vous en parlais, l'actualité fait en sorte que, tu sais, le chemin va bouger de façon organique. Comme, par exemple, il y a Équiterre, avec d'autres partenaires, qui a sorti récemment, en fait, un rapport sur l'autonomie alimentaire où il parle de la mise en place de filières adaptées, donc qui sont plus adaptées, en fait, de façon écologique
et adapté aussi pour nourrir la population avec des protéines végétales. Et finalement, ben, en fait, le rapport est tout à fait en adéquation avec le jalon numéro 17, pour ne pas le nommer, de la trajectoire de chemin de transition, qui était en fait de mettre en place des filières adaptées, adaptées en fait au changement climatique et tout ça. Puis en même temps, ben, dans l'actualité, on n'a jamais autant parlé d'un programme alimentaire national d'alimentation. Parce qu'on sait, le Canada, c'est le seul pays du G7 à ne pas en avoir. Et il y a beaucoup de groupes qui travaillent en fait sur ça. Donc, tu sais, le jalon 17, que sincèrement, je pensais pas qu'il allait vraiment bouger, ben, a de bonnes chances de bouger plus rapidement qu'on pensait si on met le jalon 17 avec le programme d'alimentation scolaire et on les relie, en fait, à l'approvisionnement des institutions, ben là, on commence à avoir une pas pire chaîne alimentaire. Donc, si on a un levier qui est de se doter d'un programme alimentaire, ben comment on pourrait utiliser, en fait, la mise en place de filières alimentaires qui sont plus adaptées sur les protéines végétales puis sur l'écologie, l'environnement, et comment, en fait, on pourrait donner une mise en marché directement et garantie à ces filières-là par l'approvisionnement des institutions publiques qui pourraient, en fait, mettre en place l'offre de repas sain dans les institutions. Donc, ils commencent à avoir dans la grosse trajectoire comme des espèces de liens organiques qui se font entre des jalons qui, finalement, en fait, on pourrait refaire des espèces de mini-systèmes dans le système. Donc ça, je suis agréablement surprise. Puis bon, il y a d'autres choses aussi qui vont plus au niveau législatif, qui sont en train de se préparer, qui vont sortir dans les prochaines semaines, qui va permettre aussi de donner un gros levier à toute cette mise en place-là. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça. Donc, il y a des choses qu'on pensait pas qu'elles allaient arriver, mais des belles choses qui se produisent. Merci. C'est le premier volet, je pense. Ou c'était les deux volets ensemble? Je pense que la consolidation des connaissances et puis la mobilisation d'experts et puis la sensibilisation à une approche plus systémique représentent déjà un début de changement. Donc là, tu as expliqué les différentes modalités plus concrètes. C'est super. Tant mieux. Écoutez, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On a quand même eu des beaux échanges. Encore une fois, là, c'est la présentation a amené des belles discussions. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ton temps, ta présentation. Toujours très clair et puis toujours très intéressant de voir la démarche prospective menée par Chemin de Transition. Je vous remets en commentaire tous les liens qui peuvent être pertinents pour vous. Donc, les prochains événements organisés par le réseau, les prochains webinaires. Le site de Chemin de Transition pour avoir accès au rapport du défi alimentaire, puis aux différentes fiches jalons, etc. Et puis également le lien pour participer, si vous le souhaitez, aux différents ateliers pour la démarche prospective menée, cette fois sur la feuille de route en économie circulaire menée par le réseau de recherche en économie circulaire. Donc, je vous invite à vous inscrire également à ces ateliers-là. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à vous de l'invitation. Merci d'avoir passé votre heure de dîner avec moi. C'était un plaisir en tout cas. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.